Le maître de Rome contrôlait le mur d'Aurélien. Cette barrière de maçonnerie massive mesurait 19 km de circonférence. Elle culminait à près de 8 mètres de hauteur avec des tours défensives. Près de 75 000 hommes la défendaient. La ville possédait des réserves de grains suffisantes pour tenir plusieurs mois. L'assaillant du Nord approchait avec environ 40 000 hommes. Son armée était physiquement épuisée par une marche continue depuis les Alpes. Un siège classique désavantageait fortement les troupes en approche. La logistique de l'assaillant du Nord ne pouvait absolument pas soutenir une attente hivernale. L'approvisionnement en nourriture devenait une contrainte journalière. Le temps jouait physiquement et tactiquement contre la force expéditionnaire. La logique opérationnelle dictait au maître de Rome de rester prudemment derrière ses murs. Le résultat fut pourtant exactement l'inverse. L'armée en défense abandonna la plus puissante fortification d'Italie. Elle sortit des portes et traversa le Tibre pour se déployer. Pire encore, elle plaça ce fleuve de 100 mètres de large directement derrière ses lignes. Quelle logique tactique a poussé un commandant à s'enfermer contre un obstacle naturel? Fin octobre 312, les forces de l'assaillant du Nord descendaient la route principale. Leur ligne logistique s'étirait sur des centaines de kilomètres. Chaque fantassin portait environ 30 kilos d'équipement. La vitesse de marche imposait une usure physique constante. Face à eux, le maître de Rome disposait de la garde d'élite locale. Il commandait également de puissantes unités de cavalerie lourde. L'avantage structurel de la capitale semblait total. Mais des émeutes liées au ravitaillement perturbèrent l'équilibre interne. La pression politique modifia les choix militaires du commandement central. Le maître de Rome décida de livrer une bataille rangée. Il sortit ses troupes de la ville fortifiée. Il déplaça son armée vers les plaines du Nord. La traversée du Tibre s'effectua au niveau du grand pont de pierre. Cette structure était trop étroite pour un déploiement rapide. Le commandement ordonna la construction d'un pont de bateau adjacent. Cette structure flottante permettait un franchissement plus large. Des coques en bois furent reliées par de lourds cordages. Des planches formèrent le tablier artificiel de cette voie temporaire. L'armée se déploya ensuite près des falaises environnantes. L'assaillant du Nord dirigeait l'offensive en personne. Il concentra sa cavalerie sur ses deux ailes. Le maître de Rome délégua le contrôle de ses flancs à ses officiers. Il garda le centre avec son infanterie lourde.
La géométrie du terrain créait une contrainte absolue. Le front était large pour exploiter la supériorité numérique. La profondeur était cependant totalement bloquée. Le cours d'eau formait une ligne dure dans leur dos. Si la ligne reculait, l'espace se réduirait drastiquement. Il n'existait aucune profondeur stratégique pour absorber un choc. La force défensive était artificiellement ancrée au sol. Le dispositif était physiquement rigide avant même le premier contact. Le 28 octobre, les deux armées établirent un contact visuel direct. L'espace entre les lignes de front diminua progressivement. La distance standard de déploiement offrit un bref moment d'observation. L'assaillant du Nord identifia rapidement la rigidité structurelle du dispositif adverse. Il déclencha la phase d'engagement initiale par ses unités mobiles. La cavalerie entama sa charge combinée. La vitesse d'impact détermina le premier transfert d'énergie cinétique. Les chevaux couvrirent les 50 derniers mètres au grand galop. Les cavaliers lourdement cuirassés de la défense tentèrent d'encaisser ce choc frontal. Mais leur position statique les privait de tout élan. La collision mécanique entre les formations fut lourdement asymétrique. La force cinétique des assaillants repoussa presque immédiatement la première ligne. Les longues lances frappèrent violemment les boucliers et les armures métalliques. La déformation des matériaux fut immédiate et provoqua des pertes sévères. La cavalerie défensive perdit sa précieuse cohésion spatiale. Sans espace suffisant pour reculer, les montures se heurtèrent entre elles. La densité de la formation augmenta dangereusement sous la pression externe. Les soldats montés ne pouvaient plus pivoter ni utiliser leurs armes. Les ailes de l'armée de Rome cédèrent sous cette énorme pression physique. Elles se replièrent en désordre vers les berges du fleuve. Ce mouvement latéral involontaire exposa directement les flancs de l'infanterie. Le centre-dense se retrouva soudainement isolé et vulnérable. La première faille n'était pas due à un manque de courage, mais à la physique. L'élan et la masse en mouvement avaient vaincu une formation statique. Le front d'infanterie devait désormais faire face à une menace multidirectionnelle. Les unités mobiles victorieuses commencèrent à menacer activement les marges du dispositif. La pression opérationnelle changea de nature pour devenir un enveloppement progressif. Le centre défensif était désormais exposé sur ses deux extrémités. L'assaillant du Nord fit avancer son infanterie lourde pour fixer l'ennemi. Les vétérans des frontières marchèrent en cadence stricte. L'espace entre les boucliers opposés se réduisit rapidement à 20 mètres. La zone de létalité balistique optimale fut finalement franchie.
La ligne offensive lança simultanément ses fléchettes lestées. Ces projectiles courts suivirent une trajectoire parabolique au-dessus de la mêlée. Ils frappèrent durement les rangs arrière de la formation compacte. Le poids du plomb augmentait considérablement la pénétration à très courte portée. Immédiatement après cette première salve, les lourds javelons furent projetés en masse. Les pointes métalliques frappèrent les boucliers ennemis de la première ligne. La longue tige de fer doux se tordait naturellement lors de l'impact brutal. Cette déformation mécanique voulue empêchait l'extraction rapide du projectile. Le bouclier alourdi et déséquilibré perdait instantanément sa fonction défensive première. De nombreux soldats durent abandonner leur protection sous la menace. La véritable collision des masses d'infanterie suivit quelques secondes plus tard. Les grands boucliers heurtèrent violemment les autres boucliers dans un fracas matériel. La pression physique de milliers d'hommes fut transférée à travers les corps. L'utilisation efficace de l'épée longue nécessitait impérativement de l'espace. Le fantassin devait pouvoir armer son coup pour infliger des dégâts létaux. Mais la compression extrême des lignes élimina rapidement cet espace de frappe. L'intervalle de sécurité entre les hommes tomba largement sous le mètre réglementaire. Le combat d'infanterie devint un test d'endurance brutale. Frapper une cible mobile avec une lame lourde fatigue le bras vite. L'effort musculaire est toujours maximal lors des 15 premières minutes de contact. Le système tactique de rotation devait théoriquement compenser cette usure rapide. Les rangs arrière devaient s'avancer pour remplacer les combattants épuisés. Mais la géométrie spécifique du terrain bloqua ce mécanisme d'organisation vitale. La proximité immédiate de l'eau compressait les lignes arrière du dispositif. Il n'y avait absolument pas de profondeur pour reculer en bon ordre. La rotation fonctionnait mal et les hommes de tête s'épuisaient sans relais. La fatigue musculaire accumulée réduisait drastiquement la force de chaque frappe. La lenteur croissante des mouvements exposait davantage les corps au coup. La densité locale des pertes augmenta de façon très mesurable sur le terrain. Les corps effondrés au sol créèrent une nouvelle source de friction géographique. Les soldats trébuchaient sur les morts, brisant l'alignement de leurs propres unités. La ligne d'élite de la garde tenait encore le centre de la formation. Leurs armures à écailles offraient une excellente résistance contre les coups de taille. Leur entraînement supérieur et leur discipline retardèrent le fondement total de la cohésion. Mais la pression latérale générée par les ailes écrasées augmentait continuellement. Les troupes assaillantes repoussaient inexorablement la masse ennemie vers la surface aquatique. Chaque mètre perdu vers l'arrière réduisait l'espace vital disponible des défenseurs. La formation globale devenait beaucoup trop dense pour combattre efficacement. Les soldats agglutinés ne pouvaient physiquement plus lever leurs bras armés. Vous commandez le centre défensif avec des flancs exposés et un fleuve dans le dos.
Maintenez-vous une ligne rigide pour repousser l'assaut, ou brisez-vous la formation pour amorcer une retraite par les ponts. Laissez votre évaluation tactique ci-dessous. Le resserrement constant des rangs étouffait toute tentative de coordination. L'oxygène manquait cruellement dans la masse pressée des corps en armure. Les signaux sonores cruciaux se perdaient totalement dans le tumulte des combats rapprochés. La chaîne de commandement locale cessa très vite de fonctionner de manière cohérente. Les officiers subalternes ne voyaient plus au-delà de leur premier rang. L'avantage numérique théorique devint un véritable handicap logistique sur le terrain. Beaucoup trop d'hommes partageaient un espace tactique devenu trop restreint pour survivre. La ligne défensive ne céda pas d'un seul coup dramatique. Elle recula progressivement sous une pression mécanique d'écrasement continu. Les unités moins disciplinées perdirent définitivement leur alignement protecteur. La peur physiologique de l'écrasement remplaça la discipline de combat inculquée. La surface du fleuve n'était plus qu'à quelques dizaines de mètres derrière la ligne. La ligne d'infanterie atteignit finalement son véritable point de rupture physique. Les unités disloquées durent amorcer une retraite précipitée vers la rive. Ce mouvement de recul exigeait normalement un ordre et une coordination absolue. Se replier sous forte pression est la manœuvre militaire la plus complexe. La masse désorganisée tenta de converger vers les deux seules sorties disponibles. Le pont de pierre principal mesurait à peine 8 mètres de large. Cette largeur structurelle était totalement insuffisante pour absorber le flux de l'armée. La densité humaine dépassa très vite la capacité d'évacuation du passage. Les soldats furent violemment écrasés contre les solides parapets de pierre. L'entonnoir de fuite se bloqua rapidement par l'accumulation des corps paniqués. Le flux principal de la retraite se dirigea alors vers le pont flottant. Cette structure artificielle avait été initialement conçue pour un franchissement lent et ordonné. Les coques soutenaient le poids d'une colonne militaire marchant au pas cadencé. Elles ne pouvaient physiquement pas supporter la masse compacte d'une armée en pleine panique. Le poids cumulé de milliers de soldats concentra une pression extrême. Les forces de cisaillement intenses s'exercèrent directement sur les multiples points d'attache. Les épais cordages d'amarrage se tendirent largement au-delà de leurs limites d'élasticité. Le bois des coques principales commença à craquer sous cette charge excessive. Les fixations structurelles lâchèrent violemment les unes après les autres. La continuité du tablier en bois se brisa en un instant critique. Le pont flottant surchargé s'ouvrit littéralement en deux sous le poids. Des centaines de fantassins tombèrent simultanément dans les eaux profondes et froides. Le courant du cours d'eau imposa immédiatement sa propre fatalité aux combattants. Les équipements militaires pesaient généralement plus de 10 kilos de métal. Ce lourd fardeau d'acier interdisait toute tentative de flottaison naturelle. Nager à la surface devint mécaniquement impossible pour les hommes équipés.
Le puissant courant emporta inéluctablement les soldats vers le fond boueux. Le maître de Rome lui-même tenta de traverser durant cette phase de dislocation. Il fut emporté par le poids incontrôlable de ses propres troupes en fuite. L'eau referma l'obstacle naturel que la géométrie du déploiement avait transformé en impasse. La destruction des voies de franchissement élimina toute possibilité de retraite. Les survivants piégés sur la berge durent se rendre immédiatement aux assaillants. La garde d'élite continua de se battre de manière totalement isolée. Ses membres furent méthodiquement encerclés et neutralisés par les troupes fraîches. Le résultat opérationnel de cet affrontement fut immédiat et absolument sans appel. L'armée de campagne du commandement local fut totalement anéantie par la géométrie. L'assaillant du Nord entra dans la capitale le lendemain sans rencontrer de résistance militaire. Cette bataille démontra les immenses dangers liés au déploiement d'eau à un obstacle infranchissable. Elle illustra techniquement comment la masse devient un fardeau sans espace de manœuvre suffisant. Le manque critique de profondeur transforma une retraite difficile en une pure destruction mécanique. Politiquement, cette unique journée sécurisa le contrôle total sur cette partie de l'Empire. La garde prétorienne fut définitivement dissoute dans les mois qui suivirent l'événement. Ce corps militaire séculaire cessa d'exister en tant que force de décision politique. Les murs de briques ne protégeaient plus efficacement le pouvoir central désorganisé. La mobilité des armées de campagne devenait ouvertement le facteur déterminant de la guerre. Si vous souhaitez maintenir ces reconstructions sur la chaîne, laissez un Jamie et abonnez-vous pour la prochaine analyse opérationnelle.